On est le 14 avril 2019, les bulletins météo annoncent des orages aujourd'hui sur l'état de Géorgie. Du coup, les organisateurs ont décidé d'avancer la compétition. Les premiers groupes partiront à 7h30. Lui, en tant que deuxième du classement, il s'élancera dans le groupe des leaders, en dernier, à 9h20. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à un tel niveau. Longtemps qu'il n'avait pas été si proche de gagner. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Peut-être la dernière. Il le sait. Il a eu de la peine à dormir. Beaucoup avaient dit qu'il était fini. Il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, les gens ne parlaient que de ça. Pourtant, il est bel et bien là, ce matin d'avril, auprès des meilleurs, pas loin de regagner, 22 ans après sa première victoire. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui est le plus grand, le meilleur. Ça, tout le monde le sait déjà, c'est lui. Aujourd'hui, il s'agit d'effacer tous ses déboires, de tirer une croix sur ses années de galère. Aujourd'hui, il peut entrer dans l'éternité. Driver en main, il se rapproche de la balle. Le monde le regarde. Il prend une grande inspiration. Que le jour du tigre commence. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et le sujet du jour, les plus connaisseurs d'entre vous l'auront sûrement deviné avec l'introduction, et les moins connaisseurs avec le titre sûrement, vu que c'est quand même écrit dedans. C'est pas un événement, c'est pas une compétition, mais bel et bien une figure marquante du sport. Et quelle figure, puisqu'on s'attaque aujourd'hui à une légende, au plus grand, au tigre, j'ai nommé Tiger Woods. Durant les prochaines minutes, on reviendra sur la précocité du golfeur qui foule les greens depuis le plus jeune âge, sur sa carrière remplie de succès qui l'a amené au sommet de son sport avec de nombreux titres et records. Puis, dans la seconde partie de l'épisode, on reviendra aussi sur la déchéance qu'il a connue avec plusieurs scandales extrasportifs à son actif. Aussi, vu que j'espère que l'introduction vous a mis l'eau à la bouche, on reviendra ponctuellement sur ce qui s'est passé ce fameux 14 avril 2019 à Augusta. Enfin, je vous précise juste qu'il n'y a absolument pas besoin de s'y connaître en golf pour comprendre ce podcast, je vous ferai une petite explication des éléments les plus importants de ce sport. Pas non plus besoin de s'y connaître pour apprécier, on va pas parler uniquement de golf, mais aussi d'enjeux médiatiques, psychologiques et sociaux pour comprendre dans sa globalité l'histoire de Tiger Woods. Est-ce que vous êtes prêts ? On se retrouve donc le 30 décembre 1975 à Cypress, proche de Los Angeles en Californie, date à laquelle Eldrick Taunt Woods vient au monde. Il est le fils de Kuntilda Poodsawad et Earl Woods, qui joueront un rôle prépondérant dans sa carrière. C'est d'ailleurs son père, vétéran de la guerre du Vietnam, qui le surnomme Tiger, en référence au surnom d'un colonel vietnamien aux côtés duquel il a combattu. C'est aussi son père qui va l'initier au golf précocement, voire très précocement. À 3 mois, Tiger touche son premier club de golf. Durant sa première année, il passe la journée à regarder son père entraîner son swing dans le garage familial. Sa mère, Kuntilda, explique que Tiger était tellement fasciné qu'elle devait le nourrir dans le garage, entre deux swings de son père. C'est le seul moment où il ouvrait la bouche. Alors je sais pas à quel point cette histoire est vraie, vous le verrez, les parents Woods ont tendance à amplifier un tout petit peu quand il s'agit de leur fils, mais en gros, on peut dire qu'il a été initié très tôt au golf. On peut d'ailleurs même retrouver des vidéos de lui à 2 ans sur le parcours avec son père Earl ou dans son garage à s'entraîner contre un filet, ce qui fait plusieurs heures par jour alors qu'il est tout petit. Et il devient plutôt bon. Tiger est impressionnant de précocité et commence déjà à être médiatisé. Il passe à la télévision à 2 ans dans le Mike Douglas Show, puis à nouveau à 5 ans dans l'émission That's Incredible. Sachant à peine parler, Tiger Woods s'est déjà golfé et devient peu à peu un phénomène. Et ce phénomène Tiger, c'est la création d'un homme. Son père, Earl Woods. C'est lui qui l'emmène tous les jours au golf, qui l'entraîne, qui contacte les médias pour parler de son fils. Il a de très grands projets pour lui, des projets qui, on le verra, dépassent l'entendement, notamment quand on parle d'un enfant. Et oui, Tiger Woods a une enfance pas comme les autres. Tout est organisé autour de la performance pour lui. On dit qu'il passe plus de 10 heures par jour sur le terrain de golf. On peut se demander d'ailleurs à quel point c'est sain, étant donné que l'enfant n'a pas d'autre activité et pas beaucoup d'amis. En plus de ça, son père l'entraîne déjà à répondre aux médias ou à jouer sous la pression du public, dans le bruit. Par exemple, il fait exprès d'essayer de le distraire quand il joue. Le jeune Tiger travaille aussi avec un psychologue du sport, il apprend à s'auto-hypnotiser, etc. Si on veut encore donner une petite anecdote pour montrer à quel point toute la vie de Tiger Woods tourne autour du golf et de la performance, à 11 ans, il imprime le palmarès de Jack Nicklaus, qui est alors le meilleur golfeur de tous les temps, il l'affiche sur le mur de sa chambre et se promet de faire mieux. Rien que ça.
Au niveau des résultats, évidemment, Tiger brille. Il devient champion du monde des 9-10 ans en 84, il participe à 36 tournois en 87 et il gagne 36 fois. À 12 ans, il reçoit déjà des propositions d'université pour venir jouer pour eux, etc. En grandissant, Tiger continue de battre tous les records de précocité à l'adolescence. À 16 ans, il participe à son premier tournoi du PGA, qui est le circuit professionnel américain. Jamais un adolescent si jeune n'avait participé. Du coup, aux États-Unis, quand un athlète adolescent performe, toutes les universités se l'arrachent. En 94, Tiger va donc rejoindre l'université de Stanford, proche de San Francisco, à 18 ans seulement. Bien sûr, Woods, ce sera pas un étudiant comme les autres. Il est déjà connu dans tout le pays, il a déjà des fans, les marques se l'arrachent. Et ça pose un peu problème. En fait, aux États-Unis, les sports universitaires, ils ont un statut amateur. Les athlètes ne peuvent donc pas gagner d'argent grâce à leur sport. Tiger ne peut donc pas encore représenter des marques pour l'instant. Pour financer sa carrière, qui coûte quand même assez cher, avec les nombreux tournois auxquels il doit se rendre, Tiger et son père bravent un peu le règlement et se font financer par des mécènes. Les performances, elles bougent pas. Tiger Woods gagne plusieurs fois le titre de champion national amateur, de nombreux tournois universitaires, etc. Il est toujours nettement au-dessus du lot. Voilà, Tiger grandit, progresse, et on va gentiment arriver aux choses sérieuses. Il est du coup peut-être temps pour nous de se faire un petit point sur les règles du golf, quelques fondamentaux qu'il faudra comprendre pour la suite. Alors n'hésitez pas à revêtir votre plus belle Rolex et visser une casquette sur votre tête, ça aide à la compréhension apparemment. Ouvrons la parenthèse, le golf pour les nuls. Vous êtes nuls. Physiquement nul, techniquement nul, sexuellement nul, t'es nul mon pote. Une association de tocards, une association de nullards. Un nul plus un nul égale deux nuls, on reste nul. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Oula, excusez-moi, je dis pas que vous êtes vraiment nul, et encore moins que vous êtes con, mais juste que c'est peut-être pas votre dada de regarder des types en polo jouer à la baballe durant 4 heures, de nuit en plus, et c'est pour ça que je suis là, pour vous rappeler quelques fondamentaux du golf. Le golf, c'est donc un sport qui se joue la plupart du temps en individuel. Le but, pour chaque golfeur, c'est de terminer le parcours, de rentrer la balle dans chacun des 18 trous avec le moins de coups possible. Mais pour compter les points, c'est pas si évident. Pour chaque trou, il y a une notation, le par, qui correspond au nombre de coups que devrait faire un bon golfeur sur ce trou. Alors on a des pars 3, 4 ou 5. Sur un par 4 par exemple, en moyenne, un bon golfeur devrait mettre la balle dans le trou en 4 coups. S'il le fait en 3 coups, donc un de moins que prévu, on appelle ça un birdie et le joueur gagne moins 1 point. S'il fait un coup de plus que le par, on appelle ça un bogey et il prend plus 1 point. À la fin du parcours, qui est généralement un par 72, donc qu'un bon golfeur ferait normalement en 72 coups, le joueur avec le score le plus bas est en tête. On peut donc avoir des scores négatifs. Et au bout des 4 tours qui sont joués en 4 jours, le joueur avec le score le plus bas gagne le tournoi. Ouais, alors je me rends compte que c'est pas forcément si évident, mais en gros, le par c'est la moyenne estimée de coups. Et les scores sont comptabilisés par rapport à ça. Moins on met de coups, plus notre résultat est sous le par, mieux c'est. Juste encore une petite précision sur les tournois. Le circuit professionnel le plus connu, c'est le circuit nord-américain PGA, qui organise des tournois chaque semaine. En plus de ces tournois hebdomadaires, on a quelques tournois, les plus prestigieux, qui sont appelés les majeurs. Alors on a les Masters d'Augusta, le PGA Championship, l'US Open et le British Open. Vous inquiétez pas besoin de retenir ces noms, on y reviendra, on en reparlera, parce que vous verrez Tiger, il va en gagner quelques-uns de ces majeurs. Voilà un peu le topo. Vous êtes maintenant des professionnels du golf, on peut retourner sur le parcours. Avec ses résultats incroyables, Woods devient de plus en plus un phénomène. On voit plus en lui un adolescent, mais presque un objet, une machine à performance, une attraction. Alors qu'il n'est pas encore professionnel, il est déjà très suivi à la fois par les médias, mais aussi par des fans. La pression sur ses épaules, elle est déjà immense, et s'il y en a un qui fait rien pour faire redescendre la pression, c'est bien son père Earl. Lui, il aime les caméras, et il multiplie les passages dans les médias en ne mâchant pas ses mots. Écoutez par vous-même. Je sais que j'ai été personnellement sélectionné par Dieu lui-même pour élever ce jeune homme et l'amener jusqu'au point où il pourra apporter sa contribution à l'humanité. Ok, Earl, tu sais, c'est peut-être pas la bonne solution de mettre à ce point-là la pression sur ton fils. Apporter sa contribution à l'humanité, c'est quand même une plutôt grosse tâche. Vous l'aurez compris, les attentes sont élevées pour notre Tiger. Et quand il s'agit de comparaison, Earl Woods y va plutôt fort aussi.
Tiger contribuera plus que la plupart des hommes dans l'histoire à changer le cours de l'humanité. Il est l'élu. Il aura le pouvoir d'impacter des nations. Pas juste des gens, des nations. Il pourrait avoir encore plus d'impact que Nelson Mandela, Gandhi ou Bouddha. Non, Earl, qu'est-ce que je venais de te dire? Je crois que là, il a vraiment craqué. Mais il faut dire qu'il raconte ça pour plusieurs raisons. Primo, Tiger Woods aura effectivement une portée énorme, en tant que figure majeure d'un sport diffusé à l'international. Une portée presque équivalente, voire plus grosse que les personnes précitées. Deuxio, de par ses origines, Tiger peut parler à tout le monde. Il a en effet des racines caucasiennes, africaines, indiennes et thaïlandaises. Il se définit lui-même comme Kabylin Asian, une contraction de toutes ses origines. C'est pour ça qu'Earl affirme, en provoquant un petit peu, il faut le dire, que son fils pourrait avoir un tel impact. Ses origines d'ailleurs, puisqu'on en parle, elles auront une grande importance dans sa carrière. Aux États-Unis, dans les années 90, comme aujourd'hui en fait, la société n'est pas dénuée de racisme, et on a souvent tendance à réduire les gens à leur couleur de peau. Et Kabylin Asian, je sais pas, mais ce qu'on voit surtout sur un terrain de golf, c'est que Tiger, il est pas blanc. Et dans le monde du golf, ça étonne. En effet, pas besoin de s'y connaître pour savoir que c'est un sport tout ce qu'il y a de plus élitiste. Donc il y a souvent des barrières intangibles qui excluent un peu la population non blanche. Le prix déjà, dans un pays où les personnes de couleur gagnent en moyenne 20% de moins que les blancs dans les années 90, mais aussi un phénomène d'auto-exclusion, un concept sociologique qui explique que, dans une société qui est assez compartimentée, ici sur la couleur de peau, c'est difficile de s'engager dans une activité dans laquelle il y a peu de nos semblables qui participent. C'est un des facteurs explicatifs, par exemple, d'une moindre participation féminine dans certains sports dits virils. Le rugby, par exemple. Il y a moins de modèles pour les jeunes filles dans ce sport, peu d'autres filles qui pratiquent, ce qui fait qu'elles vont plus facilement s'orienter vers d'autres sports. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris. Le résultat, c'est que le golf, c'est un sport, à cette époque, et encore un peu aujourd'hui, dans une moindre mesure, à grande majorité blanche. Et au-delà de ces barrières assez discrètes, on a aussi des barrières totalement explicites de discrimination raciale dans le golf. Et c'est fou de se dire que c'était il y a pas si longtemps finalement. Par exemple, jusqu'en 1961, le PGA Tour, le circuit pro américain, avait une règle qui stipulait que les golfeurs non blancs n'avaient pas le droit de prendre part aux compétitions. Plus récemment encore, jusqu'en 90, aucun noir n'avait été accepté comme membre du Golf Club d'Augusta, l'un des plus mythiques et prestigieux du monde. Pas si étonnant d'ailleurs quand on sait que le cofondateur du club, Clifford Roberts, était ouvertement raciste et avait déclaré, je cite, « Tant que je serai vivant, les golfeurs seront blancs et les caddies seront noirs. » À savoir que les caddies, c'est les gars qui accompagnent le golfeur, lui portent le sac et le conseillent. On est vraiment là sur une tradition néo-esclavagiste, et des fois il y a des traditions qui a vraiment pas besoin de conserver, on dira. Cette règle des caddies noirs, elle restera quand même en vigueur à Augusta jusqu'en 1982. Du coup, Tiger Woods, il est vraiment vu comme une anomalie. C'est la première fois qu'un golfeur de couleur est médiatisé. Et en plus, il est vraiment très très médiatisé. Alors qu'il avait rien demandé à la base, qu'il voulait juste jouer au golf, il devient une figure du combat contre le racisme, ce qui fait qu'augmenter les attentes qu'ont les gens par rapport à lui. On arrive donc en 1996, Tiger Woods n'est pas encore majeur et il a déjà un poids inestimable sur ses épaules. Après des années à briller dans le monde amateur, il est temps de passer un cap. Il décide de devenir professionnel. Jamais, à part peut-être la légende Jack Nicklaus, un golfeur avait été autant attendu. S'il ne fait aucun doute que Tiger Woods est prêt pour le monde professionnel, personne ne sait si le monde du golf est prêt pour Tiger. I guess hello world, huh? S'il s'est qualifié au Masters d'Augusta en 2019, c'est grâce à son statut d'ancien vainqueur. En effet, c'est les règles. Tous les anciens gagnants sont conviés au tournoi. On voit même parfois des papys, qui ont brillé dans une autre ère, venir faire de la résistance. Lui n'en est pas encore là. Il joue assez bien ces derniers temps. Il a même gagné un tournoi sur le circuit professionnel PGA l'an dernier. D'ailleurs, sur les 3 premiers jours du tournoi, il s'est bien débrouillé. 11e le jeudi soir, 6e le vendredi, il se retrouve même 2e après le parcours du samedi, avant le dernier jour de compétition, avec un score de -11. Il n'y a que l'Italien Francesco Molinari qui ait fait mieux, avec une carte de -13. Mais attention, derrière, le classement est serré. Une meute d'excellents joueurs est à leur trousse. Tony Finau, Brooks Koepka et plein d'autres. Rien n'est donc encore joué, le dernier tour du dimanche s'annonce palpitant. Next on the tee, from Jupiter, Florida, please welcome Tiger Woods.
Si on récapitule, on a donc un gars de 21 ans, prodigieux, qui a dédié sa vie entière au golf et sur qui les attentes sont énormes. Ses propres attentes, soit de devenir le meilleur golfeur de tous les temps, les attentes de son père, soit avoir un impact sur l'humanité entière, et les attentes de toutes les minorités qui voient en Woods un symbole de leur lutte. En plus de ça, vu qu'il est passé pro, Woods a signé des contrats avec plusieurs marques. Il signe chez Nike pour 40 millions de dollars, chez Titleist pour 20 millions, il a donc encore tout cet aspect publicitaire à gérer. Il devient vraiment un produit marketing, et les marques espèrent qu'il sera rentable. Donc ouais, il y a un peu de pression sur ses épaules, mais vous inquiétez pas, Tiger a l'air de pas trop ressentir la pression. Il peut même paraître parfois un peu trop sûr de lui sur son début de carrière. Quelques jours après son passage pro, avant son premier tournoi à Milwaukee, il se montre ambitieux, ce qui fait sourire le golfeur américain qui l'interroge, Curtis Strange. Une victoire, c'est ce que je recherche. Une victoire. Pour moi, ça sonne un peu arrogant. Venir à son premier tournoi et dire « je peux gagner ». Je sais, mais je me suis toujours dit pourquoi aller au tournoi si c'est pas pour gagner. Comme l'expliquait mon père, deuxième c'est nul et troisième c'est encore pire. Tu sais Tiger, sur le PGA Tour, c'est pas si mal parfois deuxième. Pas si mal d'accord, mais moi je veux gagner. Tu apprendras. Strange a beau se montrer dubitatif sur les objectifs de Woods, et même si Tiger ne remportera pas ce premier tournoi, il en gagnera quand même 2 lors de sa première année sur le PGA Tour en 96. « You'll learn », qu'il disait, « tu apprendras ». Eh bien, on dirait que Tiger a vite appris. 1 an après, il est déjà dans les livres d'histoire du golf. Au Masters d'Augusta, l'un des 4 tournois majeurs, en 97, il montre toute l'étendue de son talent et gagne la fameuse veste verte. C'est la tradition à Augusta, le vainqueur reçoit une veste verte du club. Il signe une carte finale de moins 18, donc 18 coups de moins que le par, la moyenne estimée, tandis que le deuxième enregistre, lui, un score de moins 6. Record du tournoi, plus gros écart de l'histoire du tournoi, Tiger Woods est déjà dans un autre monde, il a écrasé la concurrence. Il devient aussi le premier non-blanc à gagner un tournoi majeur. La prophétie Woods est en train de se réaliser. C'est donc tout naturellement qu'après le 18e et dernier trou le dimanche, à Augusta, Tiger se dirige vers l'instigateur de cette prophétie, son père Earl, pour le prendre dans ses bras. « Dad, we did it. On l'a fait. » Une scène immortalisée par les caméras du monde entier. Parce qu'autour de lui, la folie médiatique, elle change pas. Elle ne fait même que croître. C'est ce qu'on appelle la Tiger Mania. 43 millions d'Américains suivent les Masters cette année-là. C'est un record pour le tournoi, et on sait à qui c'est dû. Au nouveau plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du golf, qui n'a que 21 ans. Après cette éclosion foudroyante dans le milieu professionnel, Tiger Woods va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation à sa nouvelle vie de superstar. Il a en effet un peu de mal à vivre le fait d'être constamment sous le feu des projecteurs, d'être l'attraction numéro 1 partout où il va, à chaque tournoi. Maintenant, on parle plus uniquement de son jeu sur le terrain de golf en plus, mais tous ses faits et gestes sont relayés dans les médias people, ce qui ne doit évidemment pas être évident à gérer. Mais bon, comme le disent beaucoup de gens qui connaissent de proche Tiger, sa qualité première, sa meilleure arme, c'est sa capacité à compartimenter ses émotions, à faire totalement abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, même quand il y a des centaines de caméras braquées sur lui. Il arrive toujours à faire abstraction, à se concentrer sur ce qui se passe, sur son coup, à l'instant T. Après une saison 98 un peu moins réussie, Tiger Woods va donc revenir pour dominer outrageusement la planète golf. Tiger Woods, the world's greatest golfer. Look at this. Look at this. Tiger Woods. Tiger Woods. In your life have you seen anything like that? Sur 3 années, de 2000 à 2002, c'est en bon français le prime de Tiger Woods. Il règne sans partage en demeurant numéro 1 mondial tout du long. Durant cette période, il bat tous les records. Plus jeune joueur à gagner tous les tournois majeurs, record du tournoi au British Open, plus gros écart de l'histoire d'un tournoi majeur, moyenne annuelle la plus basse de l'histoire du golf professionnel, etc. En 3 ans, sur 12 tournois majeurs auxquels il participe, il en remporte 6, dont 4 d'affilée entre 2000 et 2001. C'est la première fois qu'un golfeur gagne tous les majeurs à la suite. Une performance inimaginable, jamais réalisée avant et jamais réalisée depuis, qui sera appelée le Tiger Slam. Alors ça vous paraît peut-être pas si incroyable comme ça, au final il a juste gagné la moitié des tournois auxquels il a participé, dans d'autres sports il y a des dominations bien plus impressionnantes, mais en golf c'est sûrement encore plus dur que dans d'autres sports d'être constant, de dominer sur le long terme, d'être le meilleur compétition après compétition. Alors attention, ici c'est une thèse personnelle, rien d'absolu. Je vous expose mes arguments et vous vous en ferez votre propre opinion.
Tout d'abord, au golf, le format de compétition, il est différent de celui d'énormément d'autres sports, notamment de sports qui ont des similitudes avec le golf, comme le tennis, qui a aussi 4 tournois majeurs, etc. Une compétition de golf, c'est tous contre tous. Environ 140 participants s'affrontent et à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Alors en tennis aussi, ils sont nombreux à s'affronter lors des tournois, souvent 128, mais le truc c'est qu'il n'y a pas besoin de battre chacun des adversaires pour soulever le trophée. Avec 7 victoires, en battant 7 adversaires, on devient champion. Lors de ses victoires en Grand Chelem, Djokovic par exemple n'a jamais eu à battre lors d'un même tournoi Murray, Nadal et Federer, grâce au format avec différents tableaux. En golf, pour gagner par contre, Woods devait battre Mickelson, Singh, Faldo, etc. Alors ça n'enlève rien à l'incroyable difficulté de remporter un tournoi de tennis, c'est vraiment pas le but, c'est juste pour montrer que gagner 6 tournois majeurs sur 12, c'est un accomplissement sensationnel, même si Federer a déjà fait 8 sur 12. Après vous me direz, il y a plein d'autres sports où c'est tous contre tous, et que le meilleur gagne, notamment les sports qui sont des courses entre athlètes, un sprint, une course de ski, etc. Mais dans ces sports, il semblerait qu'il y ait moins d'aléatoires que dans le golf. Vu qu'ils sont plus basés sur des performances physiques et aussi techniques, à la fin c'est souvent le favori qui gagne, et on observe plus régulièrement des phases hégémoniques, des phases de domination. On peut prendre Usain Bolt ou Marcel Hirscher comme exemple de domination dans les sports que j'ai cités auparavant. En golf, la composante la plus importante, c'est certainement le mental. Alors évidemment, c'est aussi présent dans les autres disciplines, mais peut-être dans une moindre proportion. Pour Timothy Gallwey, qui est psychologue du sport et qui a écrit l'ouvrage The Inner Game of Golf, l'aspect mental est le facteur le plus important en golf. Il dit même que souvent, ce n'est pas celui qui joue le mieux au golf qui gagne, mais celui qui joue le mieux son propre jeu intérieur. Avec ce jeu mental intérieur qui peut être influencé par une multitude de facteurs, il est peut-être plus difficile de demeurer constant. Pour moi, ces deux éléments, le format structurel des compétitions, ainsi que la composante mentale prédominante, ça explique qu'on puisse finir premier à un tournoi, puis 45e à un autre, ce qui n'est jamais arrivé à Usain Bolt par exemple. Ça explique que ce soit hyper difficile d'être constant en golf, de mettre en place une domination, ce qui rend la performance de Tiger Woods encore plus incroyable. Cependant, comme je l'ai dit, c'est juste une opinion personnelle, et elle est ouverte. Je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, de lire vos arguments, que vous pouvez volontiers laisser en commentaire sur mon compte Instagram, @sportivementvotepodcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour d'ailleurs, à vous abonner, voire à partager si vous appréciez ce contenu. On est au début des aventures de la chaîne, ça aiderait donc grandement. Voilà, l'instant promo est clos, pour nous au moins, parce que pour Tiger Woods, ça s'arrête jamais. Effectivement, c'est devenu un véritable produit marketing, qui est rattaché à plusieurs marques. Et il faut dire qu'il génère beaucoup d'argent. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Marketing Science, Tiger Woods aurait rapporté 4,5 millions de clients supplémentaires à la marque Nike de 2000 à 2010. Si on regarde uniquement les ventes de balles de golf, Nike réalise un profit supplémentaire de 103 millions de dollars par rapport à une estimation qu'aurait été le profit sans Tiger Woods. Ça représente 57% de ce que Nike a payé Tiger pour être leur ambassadeur. Et on parle là uniquement des ventes de balles de golf. Imaginez donc le profit total généré. Les dirigeants marketing de la marque Nike avaient vu juste en misant sur Woods en 96, ils estimaient alors que ce serait le prochain Michael Jordan. En plus de ces marques qu'il représente, Woods a aussi un impact économique sur de nombreuses autres sphères. Les droits télé sont plus élevés quand il participe à un tournoi, car il y a plus de gens qui regardent, les bénéfices engendrés sur le lieu même du tournoi seraient 2 à 3 fois plus élevés que sans sa présence. Bref, il est devenu une véritable variable économique. Tout le monde est content, tout le monde s'en met plein les poches, lui aussi, et il gagne ses trophées. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ? Eh ben, pas très original pour un sportif, pour l'instant, il fera dans l'originalité un peu plus tard. Sa carrière, elle connaît un premier coup d'arrêt fin 2002 à cause de douleurs au genou gauche. Il faut comprendre que ça fait plusieurs années qu'il ne se ménage pas. Et même si c'est peut-être pas le sport le plus physiquement demandant, le golf, à travers la répétition du même mouvement des centaines de fois, ça crée une forte tension mécanique et ça peut provoquer des blessures. Là, ça va encore, Woods se fait simplement retirer du liquide et des kystes du genou gauche, puis il peut reprendre la compétition en 2003. Sauf que, pour éviter de nouvelles douleurs, il va être obligé de modifier son swing. Et ça, on s'en rend pas compte, mais ça peut prendre quelques temps. Durant les saisons 2003 et 2004, il ne gagne aucun tournoi majeur et perd sa place de numéro 1 au profit de Vijay Singh. Puis, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un tel champion, il trouve la solution, et il recommence à gagner en 2005, année durant laquelle il gagne le Masters d'Augusta, le British Open, et redevient le numéro 1. L'année 2006 est elle particulière car c'est l'année du décès d'Earl Woods, le père, mentor et meilleur ami de Tiger. Pour la première fois depuis sa naissance, excepté pour cause de blessure,
Tiger Woods va prendre ses distances avec le golf durant quelques temps pour se consacrer à sa famille. Puis, comme si un repère lui manquait dans sa vie, il va un peu se chercher. Et de quelle manière ? En s'entraînant. Mais cette fois-ci, en dehors du golf. Tiger commence à rejoindre régulièrement des camps d'entraînement des Navy Seals. Ça lui permet de retourner sur les traces de son père, qui était un vétéran de la guerre du Vietnam, et aussi, il aime ces moments car il n'y a pas de statut social au sein des Seals. Tout le monde est à la même enseigne, Tiger Woods ou pas Tiger Woods. C'est une sorte de retraite pour lui. Ça lui fait du bien. Et encore une fois, ça se voit quand il revient sur les terrains de golf. Il fait une véritable démonstration de force au British Open à l'été 2006 en signant une carte de -18. Sur le green du dernier trou, il ne peut pas s'empêcher de retenir ses larmes pour sa première victoire depuis la mort de son père. La mission continue ensuite. Il gagne l'USPGA, un autre majeur, en égalant le record du tournoi. Puis il regagnera encore ce tournoi en 2007. On dirait que le Tiger de 2000-2001 est de retour. Sauf que ce Tiger-là avait 25 ans, et qu'il en a désormais 32. Ça paraît peu, mais son corps a de plus en plus de peine à suivre. Entre le rythme effréné des compétitions et les stages chez les Navy Seals, Tiger Woods est usé. Le problème majeur, c'est toujours son genou gauche, qui le fait souffrir sur chaque coup. C'est d'ailleurs pas rare de le voir s'affaisser ou de l'entendre crier après un swing. Le diagnostic est clair, il a le ligament croisé antérieur en compote, et une double fracture de fatigue au tibia, certainement due à un phénomène de compensation. Il doit donc se faire opérer, et sa saison 2008 sera blanche. Si tu pouvais choisir entre finir ta carrière avec 19 majeurs, un de plus que Jack Nicklaus, ou 100 victoires en tournoi. 19. Et si tu pouvais choisir entre 17 majeurs, un de moins que Jack, ou 100 victoires, 19. Une saison blanche, c'est mal connaître Tiger Woods. Vous l'avez compris, le tigre est obsédé par une chose, être incontestablement le meilleur joueur de golf de tous les temps. Pour ça, il doit battre tous les records, et surtout celui de 18 victoires en majeur de Jack Nicklaus, qu'il avait affiché dans sa chambre à l'âge de 12 ans, vous vous en rappelez. Et pour l'instant, il a, entre guillemets, que 13 majeurs en poche. Donc, jambe en vrac ou pas, il va jouer. Pas question d'abandonner, il se fera opérer plus tard. En juin 2008, il participe donc à l'US Open coûte que coûte. Son caddie de l'époque, Steve Williams, se rappelle du trou numéro 5 de ce tournoi dans un reportage de la chaîne HBO. Au moment où il a frappé, son pied a glissé. J'ai entendu son genou craquer. J'ai vu son regard. On aurait dit qu'on lui avait tiré dessus. Je lui ai dit « Hey Tiger, t'es en train de mettre toute ta carrière en danger là. Peut-être qu'il faudrait arrêter. » Et je n'oublierai jamais. Il m'a regardé et lancé. « Stevie, va te faire foutre. Je vais gagner ce tournoi. » Du coup, Tiger Woods va continuer à jouer sur une jambe, à grimacer à chaque swing. Mais il est tellement fort qu'il va réussir à arracher un play-off. C'est une prolongation quand les deux premiers sont égalités après 72 trous. Puis, finalement, il va remporter le tournoi. Après ça, il est tout cassé, mais il a rempli un objectif. Il peut donc se faire opérer, vraiment cette fois, subir une longue convalescence, prendre une bonne pause dont il a bien besoin. Et en parlant de pause, moi aussi j'en ai besoin d'une, et vous peut-être aussi. On a parlé de la jeunesse de Tiger Woods, de son accession au sommet, de ses premières blessures. Dans la seconde partie, on reviendra sur ses déboires extrasportifs, et on clôturera l'histoire d'Augusta 2019. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, directement passer à la suite. Sinon, vous trouverez aussi une petite playlist en description, avec principalement des titres de l'année 2009, qui est un tournant dans la vie de Woods. Et franchement, quelle année 2009 ? Il y a que des bangers. Je vous laisse aller y jeter un œil, sportivement vôtre, à tout de suite.